a beaucoup parlé, l'énième trahison du Parti socialiste, sur le budget. On avait suivi un petit peu, notamment la façon dont la taxe Zuckman avait été utilisée comme levier. Mais nous avons un article d'une plume que j'admire, comme vous le savez très bien, qui nous raconte les dessous les coulisses de l'accord passé entre le Parti socialiste et le gouvernement de Sébastien Lecornu sur le budget. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'article parce que ça permet un petit peu de se replonger dans les dessous de la politique, tout ce qu'on ne nous dit pas, et un petit peu qu'est-ce que c'est une trahison en politique. Et du coup, donc il y a Antoine Oberhof, mon journaliste préféré comme vous le savez très bien. Il a refait un article aujourd'hui, Oberhof, Zuckman retraite cannabis, le programme mélenchonisé du PS pour 2027. Mais non. Taxe Zuckman, abandon de l'âge légal de départ à la retraite, extinction progressive du nucléaire, droit de vote aux étrangers, les premières pistes du projet présidentiel du PS que l'opinion s'est procuré témoignent de l'influence persistante de la radicalité insoumise. Moi, je vous parle beaucoup des journalistes qui prennent des off et du fait que les journalistes se font complètement manipuler en prenant des off en disant qu'ils ont un truc croustillant, ou alors s'ils se font pas manipuler, c'est qu'ils sont complices. Globalement, c'est les deux sides de la pièce, parce qu'en fait, la pratique des off et un petit peu des indiscrétions, des fuites, etc., c'est jamais neutre. En fait, souvent les gens utilisent des journalistes pour faire avancer leur propre tendance à l'intérieur d'un parti, en se disant ah ben tiens, je vais le faire fuiter à ce journaliste en disant regardez, c'est mélenchonisé. En plus, si ce journaliste est anti-Mélenchon, bah du coup, il va faire un bel article en mode regardez, le PS se mélenchonise, et comme ça va donner du poids à mon courant en interne pour dire regardez, vous vous mélenchonisez, il faut redevenir le Parti socialiste, il faut se détacher de la France insoumise, il faut se droitiser encore plus. Bref, donc voilà. Et c'est ça, il y a une partie de donnant-donnant. Du coup, ça veut dire que le journaliste, soit il se fait complètement manipuler et il est débile, soit il est complice. Et du coup, il est favorable du coup au but poursuivi par les personnes qui font des pour 36 000 raisons. Hein. Ça se trouve, il est pour la taxe Zuckman, mais comme il veut que le Parti socialiste revienne sur le devant de la scène et qu'il estime qu'il faut que le Parti socialiste se débarrasse de fort pour revenir sur le devant de la scène, peut-être que du coup, instrumentalement, tu vois, genre, il y a plein de raisons, tu vois. Et Oberhof, c'est le roi pour ça. C'est vraiment le roi pour te trouver des offs qui arrangent bien le Parti socialiste, on va dire. Hein. Voilà. Donc c'est intéressant que ce soit le récipiendaire numéro 1. Et du coup, parce que du coup, dans l'article qu'on va lire, ça parle de la taxe Zuckman. Donc ça veut dire que pour le journaliste, la taxe Zuckman n'a rien à voir avec le programme du PS. C'est de la pure lubie mélenchoniste et c'est trop de gauche. Et donc ce n'est pas bien, du coup, vu que c'est mélenchonisé et qu'on sait ce que Oberhof pense de Mélenchon, bien évidemment. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, s'il se fait le relais de l'aile droite du Parti socialiste qui ne veut pas la taxe Zuckman, et bien dans ce cas, ça en dit beaucoup du titre de cet article-là. Une nuit à Matignon, le dîner qui a scellé le sort de la taxe Zuckman. Parce que donc ça va raconter comment le PS a abandonné la taxe Zuckman pour globalement s'attirer la sympathie du gouvernement et pour échanger d'autres trucs à la marge pour voter le budget. Voilà, globalement c'est ça, c'est comment le PS a trahi sur le budget en disant bah, très bien on se débarrasse de la taxe Zuckman. Ça va être un truc qu'on avait suivi à ce moment-là, un petit peu l'évolution du discours sur le PS qui au début était en mode Zuckman, génial, taxe Zuckman, c'est super, c'était devenu presque un élément de langage du PS. Et au fur et à mesure, il commençait à dire non, mais la taxe Zuckman, elle serait pas si efficace. Et puis de toute façon, vous savez, on peut penser autrement. Et puis en fait, progressivement, on voyait qu'au fur et à mesure des débats sur le budget, le discours officiel du Parti socialiste commençait beaucoup à évoluer. Et c'était plus du tout leur super truc avec la taxe Zuckman, quoi, globalement. Bon, rappelle que bon, Hollande, son ennemi, c'était le monde de la finance aussi. Donc bon, pour sauver 4000 profs, on attendait à bah non. Bah justement, mais du coup, donc c'est intéressant d'avoir ce renseignement sur ce journaliste. Donc pour lui, visiblement, la taxe Zuckman, c'est un truc de mélenchonisé. Et vu son avis sur Mélenchon, du coup, bah, le PS a bien fait d'abandonner la taxe Zuckman, vu que c'est un truc mélenchonisé, la taxe Zuckman. C'est trop à gauche. Donc en fait, j'imagine que cet article va nous faire un éloge de la trahison du PS en disant c'est pas du tout une trahison, mais la taxe Zuckman était bien trop à gauche. Voyons. Allons-y. C'est Cassandre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire Le Temps des Girouettes pour YouTube. Une nuit à Matignon, le dîner qui a scellé le sort de la taxe Zuckman. J'aime bien les articles sur les dîners secrets, moi j'adore, c'est mes préférés. Dans le plus grand secret, les socialistes se sont rendus à la table de Sébastien Lecornu pour chorégraphier ce moment clé du budget. 5 jours plus tard, le Premier ministre interprétait dans l'hémicycle la partition écrite nuitamment avec Olivier Faure, presque sur l'oreiller. Dans ce grand théâtre, ils ont interprété une partition bien rodée, chorégraphiée, ce petit pied de nez à la gauche mélenchonisée. Les faits, lundi 2 février, le projet de loi de finances PLF a été définitivement adopté grâce à l'usage de l'article 40.3 de la Constitution. 2 jours plus tard, le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel pour vérifier la solidité juridique de 3 dispositifs inscrits dans le budget, dont la taxe sur les holdings et le resserrement du pacte du trade. Donc voilà, donc bien évidemment, c'est le truc de on fait le truc en 49.3 et puis après on vérifie si c'est constitutionnel de mettre les trucs de gauche. Parce que globalement, ce qui s'est passé, c'est que le PS était en mode ok, on abandonne la taxe Zuckman, mais vous gardez la taxe sur les holdings, le truc, voilà. Vous faites quand même des gestes dans notre sens. Et du coup, ils ont dit oui, vous inquiétez pas. Et du coup, ils ont fait voter le budget avec les concessions un petit peu comme ça qu'ils avaient mis au PS. Et après, le lendemain qu'ils aient voté le budget, ils sont allés voir le Conseil constitutionnel en mode on est d'accord, c'est pas constitutionnel. C'est
taxes avec lesquelles le PS était favorable et qui a fait qu'on a pu obtenir leur silence sur la motion de censure et qu'on a pu faire passer sans problème notre budget par 49.3 et qu'ils n'ont pas fait tomber notre gouvernement, vous nous les faites sauter, on est d'accord. Même Le Cornu qui avait rencontré Le Pen au printemps dernier pour préparer son arrivée à Matignon, à lui pas à elle, hein, pas encore. Oui, mais qui avait rencontré Bardella aussi à la veille des élections européennes pour préparer son entrée du coup à lui, à Bardella, à Matignon, bien sûr. Même Sébastien Lecornu, le petit chien préféré de Macron, comme j'avais décrit à cette époque. Je n'utiliserai pas le 49.3, utilise le 49.3, c'est la même vibe que Liz Truss, I'm not a quitter, et qui démissionne une semaine après. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Comme quoi on peut faire confiance à leurs paroles. Donc dimanche 26 octobre, peu après 20h, une procession de socialistes traverse les jardins de Matignon, plongés dans la pénombre. On fait la scène comme ça. Vous imaginez le grand hôtel Matignon plongé dans la pénombre, les socialistes qui avancent silencieusement, faisant attention à ne pas trop faire crisser le gravier. Voilà, c'est... En fait, quand on te traite comme un amant honteux, ne crois pas qu'on va te respecter. Si tout ce à quoi tu as le droit, c'est une baise après la nuit tombée, en faisant attention à bien te planquer et personne n'a le droit d'en parler, tu ne vas pas te faire respecter derrière. Et si tu continues et que tu continues à défendre la personne qui te fait ça, c'est toi qui deviens un peu suspect. Genre, soigne-toi mentalement, moralement, émotionnellement, tu as du travail à faire sur toi avant qu'on puisse te faire confiance. La maîtresse honteuse, le mari quitte jamais sa femme pour l'épouser. Bien sûr, bien sûr. Tu ne seras jamais traité comme la légitime. J'adore, ça fait vraiment film de période, avec des grandes robes à crinoline et des froufrous. Vous savez, la scène un petit peu de nuit, éclairée à la lanterne, sous une cape énorme, pour se cacher, pour aller voir le Seigneur. En mode, ah, peut-être qu'il fera de moi sa duchesse. Bref. Pour échapper au regard indiscret, les visiteurs du soir empruntent une entrée dérobée, rue Vaneau. Inutile de prêter le flanc aux attaques des insoumis, qui se serviraient de ces images volées pour instruire leur procès en trahison. On essayait d'être hyper prudent, pour ne pas être pris la main dans le pot de confiture. Sourit la députée PS Sandrine Runel a posteriori. C'est bien qu'il y a un pot de confiture, si tu veux pas être pris de la main dans le pot de confiture, c'est bien que t'as mis la main dans le pot de confiture. Oh là là, ils ne voulaient pas que les insoumis les accusent de trahison parce que les insoumis c'est des méchants. Mais en même temps, tu dis toi-même que t'avais la main dans le pot de confiture. Tu dis toi-même que t'es coupable. Vous vous écoutez parler parfois? Genre vraiment, Les émissaires d'Olivier Faure ont beau se répéter que ce qu'ils font sur le budget est utile aux Français, il leur arrive d'avoir la négociation honteuse. Ils ont la négociation honteuse. Oh mais madame, vous avez la négociation honteuse. Oh là là. Ah mais c'est pas pour rien qu'on leur fait pas confiance aux honteuses. Hein. No shade au discret, parce que c'est pas pareil d'être discret et d'être honteuse. La folle honteuse est pas exactement pareil que le discret. Le discret peut très bien ne pas être honteux, simplement il se protège. Mais la folle honteuse, c'est la pire, parce que c'est justement celle qui va surcompenser et qui va encore plus être violente envers les autres. Bref. Vous avez compris. Dans la grande salle de réception de Matignon, les couverts sont dressés. Le bar rôti attend d'être servi. À la carte, un plat autrement plus roboratif. Et on ne parle pas ici des belles miches d'Olivier Faure, mais bien du sort de la taxe Zuckman, qui doit être examinée à l'Assemblée nationale 5 jours plus tard, le 31 octobre. Faute de majorité dans l'hémicycle, les convives socialistes défendent l'honneur de la justice fiscale jusqu'au bout de la nuit. On entend les pas lourds et décidés des émissaires socialistes sur le marbre immaculé du palais de Matignon. Bon allez, vas-y, j'arrête. Continuons. SMR trahison PS. Ah bah ça. Autour de la table, Olivier Faure et Boris Vallaud, le duo dirigeant du PS, épaulés par Maxime Sauvage, secrétaire général du groupe, les députés Philippe Brun et Estelle Mercier pour le PLF, donc pour le projet de loi de finances, ainsi que leurs homologues sur le PLFSS, Jérôme Gage et Sandrine Runel. En face, la puissance invitante fait valoir ses arguments. Assis à côté de son conseiller, Laurent Dominati. Laurent Dominati, oh oui, Dominati, moi. Littéralement la domina à côté, bref. Assis à côté de son conseiller, Laurent Dominati, Sébastien Lecornu laisse sa ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, s'aventurer dans les arcanes techniques du texte. Et ce qui est incroyable, c'est que comme Amélie de Montchalin, elle a déjà un nom d'aristo, ça correspond parfaitement au film de palais qu'on imagine. C'est vraiment Amélie de Montchalin qui explore les alliances entre la famille Renaissance et la famille Parti Socialiste. Quel sera le mariage arrangé qui résultera de cette entente de ces deux familles réunies
gagnantes, dont une, certes, est un petit peu en décrépitude récemment, mais finalement 2 familles sur le déclin qui tentent de solidifier leur alliance. Bref. Rappelle Sandrine Runel, ex-adjointe Solidarité de Lyon, a été épinglée car elle louait des logements insalubres. Mais décidément, que des gens de qualité qui décident de la santé physique et économique des Français. Oui, c'est Game of Thrones de fou. Enfin, Game of Thrones, mais version un peu. Genre, c'est un peu les maisons secondaires de Game of Thrones qui. Non, pas secondaires, mais les moins stylées, quoi. La famille de Matignon ainsi que la famille de Solferino se sont retrouvés ce soir en catimini pour discuter d'un éventuel mariage arrangé qui viendrait solidifier et renforcer les liens entre leurs familles en décrépitude. Olivier Faure dans le rôle du chorégraphe. Trop technique même. Ah oui, les arcanes techniques du texte. Trop technique même. Quoi, c'est qu'ils sont trop cons pour comprendre le PLF ou quoi? Seuls quelques initiés parviennent à suivre le fil de son exposé. Énarque de son. C'est vraiment genre, vous n'allez pas nous rassurer sur le fait que la politique française est pas aux mains d'énarques qui font tout pour rendre leur texte complètement inintelligible en nous disant que même le ministre il y comprend rien. Hein. Genre Jérôme Guel, ça va, il a fait l'ENA, donc il comprend le texte, mais les autres ils sont un peu trop cons, ils sont largués quoi. Ben génial, c'est rassurant sur l'état de notre démocratie et sur la capacité des gens à nous gouverner et sur à quel point c'est pas du tout trusté et gatekeepé par une petite élite de Bourges qui font les mêmes grandes écoles. C'est rassurant, tiens. Énarque de son état, Jérôme Gage disserte avec la dame de Bercy sur la convexité de la cour. Ça devient un petit peu ça là, à se présenter comme ça. Ces indicateurs abscons de la dégressivité des cotisations sociales. 3 législatives, passées à se jauger dans l'Essonne, ont installé entre eux une complicité paradoxale. Pardon, je ne sais pas s'il y a un microclimat dans la 6e circonscription de l'Essonne, mais ce n'est quand même pas évident de vous suivre, ironise Sébastien le Cornu, qui se retrouve un peu mis de côté par ces discussions. Le Normand, le Cornu, se pose en garant de la chorégraphie, expression typique de la combine foriste, retomber sur ses pattes, coûte que coûte. Ah, mais ça, c'est clair que retomber sur ses pattes, ils le font à chaque fois. Hein. Pour le reste, l'intendance suivra. Le Premier ministre paraît davantage absorbé par sa chienne Tiga, un braque hongrois qui gambade d'un invité à l'autre, museau en alerte, indifférente aux équations budgétaires. À chacun de ces passages, Amélie de Montchalin se fige un peu plus sur son siège, livide. Ah, il lui a fait une poutine? Vous croyez qu'il lui a fait une poutine? Parce que du coup, le Cornu, il s'en bat les couilles, il est là avec son chien. Et Amélie de Montchalin, du coup, qui a l'air d'avoir peur des chiens. C'est comme quand il a ramené des chiens devant Angela Merkel pour faire câbler Angela Merkel parce qu'elle a une phobie des chiens. Et du coup que Poutine il a fait ça pour lui mettre la pression et pour la déstabiliser et tout, genre c'est le roi pour faire ça Poutine. Et tu crois que du coup il a fait une Poutine sur Amélie de Montchalin pour qu'elle ferme sa gueule, pour qu'elle fasse tout ce qu'il lui dit? Oh attendez. Les 12 coups de minuit retentissent. Boris Vallaud s'impatiente. Depuis un moment déjà, le Landais a le sentiment de perdre son temps face à des macronistes jugés obtus. Justement, les desserts arrivent. Des financiers. Quoi de mieux pour réintroduire la taxe Zuckman dans le débat? On va déjà devoir faire avaler aux nôtres votre suspension de la réforme des retraites. Ne croyez pas non plus au Père Noël. Le fait quand même qu'il s'est pris un malin plaisir à faire bouffer des financiers au PS, normalement, quand tu te respectes, que la personne en face se fout de ta gueule aussi ouvertement, normalement ce que tu fais, c'est que tu t'en vas. Jamais je n'accepterai une telle humiliation. Bref, normalement tu fais ça. Tu claques furieusement des talons sur le marbre de Matignon et tu t'en vas. Je ne suis pas ta chose, Sébastien. On aurait dit autre chose. Mais du coup, genre vraiment, ils ont poussé le vice jusqu'à leur faire bouffer des financiers en mode votre ennemi c'est la finance? Bah alors vous allez en bouffer des financiers. Hein. Allez, vous m'enlevez la taxe Zuckman, fais ça. Hein. Faites ce que je dis, hein, parce que sinon, peut-être qu'on va dissoudre l'Assemblée. Hein. On sait pas. On vous tient par les couilles en tout cas, donc faites ce qu'on vous dit. Alors peut-être que le financier était bon. Hein. C'est bon les financiers. Hein. Fin du faux suspense. Les socialistes devront renoncer à leur totem. Comme ça. Genre ils sont vraiment en mode, genre ils vont pas négocier, ils vont pas dire quoi que ce soit. Ils vont pas même faire pression. Ils vont pas être en mode, bah sinon, ok très bien, on va voter la censure. Genre ils font pas pression, ils sont en mode, ah bon, ils nous ont dit qu'ils voulaient pas, du coup on fait pas. Parce qu'on était en train de négocier. Et il a dit qu'il voulait pas la taxe Zuckman. Bah du coup d'accord, bon il y aura pas la taxe Zuckman alors. Parce que moi je voulais vraiment la taxe Zuckman, c'est faux. Mais du coup il m'a dit non, non, sinon du coup. C'est pas grave. C'est pas grave, on l'aura la prochaine fois. Ces gens-là veulent qu'on vote pour eux. C'est le moment pour Olivier Faure de reprendre la main. Reprendre la main sur quoi? T'as déjà perdu la négociation? Il suggère à Sébastien Lecornu de descendre dans l'hémicycle au moment de l'enterrement de la taxe Zuckman afin de détourner l'attention à gauche sur les concessions obtenues sur le PLFSS. Il va falloir que les milliards pleuvent, sinon la pression chez nous ne retombera pas.
Du coup, il dit, on va faire du bruit sur le fait qu'on a gagné plein de trucs dans le PLFSS, des trucs de merde, hein, by the way. Comme ça va détourner l'attention. Donc en fait, voilà, tu détournes l'attention de l'enterrement de la taxe Zuckman en te vantant des avancées sur le PLFSS. Donc faut que le cornu, il aille dans l'hémicycle, il soit en mode, oh là là, on a fait des concessions, on est content, c'est bon, vous avez gagné. Comme ça, on va oublier que vous enterrez la taxe Zuckman. Waouh. Il va falloir que les milliards pleuvent, sinon la pression chez nous ne retombera pas. Donc en gros, dire, non mais on a obtenu. C'est le fameux truc où ils ont fait le tour des plateaux télé en disant, on a obtenu des concessions sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, car nous sommes la gauche de gouvernement. Et en fait, les concessions, elles sont absolument nulle part, quoi. Mais du coup, ça sert surtout à faire passer la pilule du fait que la taxe Zuckman est abandonnée. Qu'à cela ne tienne, Sébastien Lecornu entreprend de vider le musée des horreurs. La suspension de la réforme des retraites sera pleine et entière, garantie par une lettre rectificative en béton armé. Mais en fait, c'est pas du béton armé vu que c'est qu'une suspension, donc qu'est-ce que vous... Bref. Il promet que 2026 ne sera une année blanche pour personne. Ni pour les retraités, ni pour les allocataires des minima sociaux. Mais en fait, genre, année blanche, il promet que ce sera pas pire. Il promet que ce sera la merde, mais ce sera la merde comme l'an dernier. Donc ça va. Waouh, quelle concession, bravo le PS. Heureusement que vous êtes allé négocier le soir. Dans la nuit de Matignon. Promis, ce sera pas pire. Ce sera pas mieux, mais ce sera pas pire. Le genre de concession obtenu 4000 postes d'enseignants en moins au lieu de 6000. Bah, c'est de la concession. Du coup, existe également le doublement des franchises médicales, la fiscalisation des affections longue durée et l'intégralité des irritants censés réduire les déficits de la sécurité sociale. En quelques minutes, le cornu débranche plus de 6 milliards d'euros de mesures d'économie sur le dos des Français. C'est tout, se remémore Jérôme Guedj. Force est de constater que si Olivier Faure avait été nommé, la copie aurait été moins bonne, admet sa collègue Estelle Mercier. Si Olivier Faure avait été nommé... Nommé quoi? Nommé qui? Nommé où? La copie aurait été moins bonne. Nommé Premier ministre? Donc c'est une députée socialiste qui dit heureusement que le Premier ministre est macroniste parce que Faure, il aurait été nul à chier pour négocier. Elle est vraiment en mode Olivier Faure est tellement nul en négociation, il a tellement vendu son cul que putain, s'il avait été Premier ministre, ça aurait été encore pire. Et... Putain, mais l'ambiance au PS... A-t-elle tort? Le pire, c'est que je la crois. Putain, mais l'ambiance au PS... Oui, c'est ça, il n'y a pas besoin d'ennemis, tout le monde se tire dans les pattes déjà. Les gens qui sont censés être ensemble pour négocier, ils se détestent tous. C'est une folie. Les entreprises, grandes perdantes. Avec des S. Grande ES, perdante ES, parce que tu parles des entreprises au pluriel. Je relire. Du jeu budgétaire. Wow, les entreprises. Ah, avec ces négociations, Olivier Faure a fait perdre les entreprises du jeu budgétaire. Apparaît alors clairement que ce sont les grandes entreprises qui paieront l'addition via la reconduction de la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés. Ah ok d'accord, c'est parce que Oberhof il est en mode non mais vous inquiétez pas, ils ont abandonné la taxe Zuckman, mais les grandes entreprises vont quand même se faire taxer. Donc vous inquiétez pas quand même, elles sont quand même perdantes les grandes entreprises. Alors tu sais pas si c'est positif ou négatif, mais vous inquiétez pas, il n'y avait pas besoin de la taxe Zuckman en fait, genre il suffisait de faire tout ce que les macronistes voulaient quoi, genre c'est bon. Voilà. L'exécutif accepte aussi, fait inédit, le principe d'une hausse de 1,4% de la CSG sur les revenus du capital. Waouh, 1,4% de la CSG sur les revenus du capital. La flat tax d'Emmanuel Macron, les socialistes en font qu'une bouchée. Waouh, ça va tout changer. Les caisses vont être remplies grâce à ces 1,4% de hausse de la CSG sur les revenus du capital. C'est la lutte finale. Lors d'une pause cigarette, Jérôme Guedj met en garde Roland Lescure et Paul Teboul, conseillers du Premier ministre. C'est bien que vous fassiez un geste sur la CSG, mais attention, ce n'est pas la mère Michel, ça ne fait que 2,8 milliards. On a tout de suite compris qu'à la fin des fins, on reviendrait à 8 milliards d'impôts sur les sociétés, rapporte un témoin de cet aparté. La course au rendement se poursuit. Dans leur cocktail fiscal, les socialistes glissent une mesure relevant du réglementaire. L'abrogation des exonérations de cotisations sociales pour les salaires supérieurs à 2,2 SMIC afin de grappiller 1,5 milliard d'euros. Genre en fait vraiment, ils se sont ramenés à Matignon, ils ont dégainé Jérôme Guedj, l'énarque, le knocrate of all time, et ils se sont dit regardez, on a fait un super truc, on a grappillé des trucs ici et là pour laisser à un endroit du budget les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire de la merde. Et du coup Oberhof, bien évidemment, parce que bon, les off, on sait très bien que c'est Jérôme Guedj qui les lui a envoyés. Bref, pardon, désolé, mais enfin, suffit de lire l'article pour savoir qui a envoyé les infos. Genre, je veux dire, à un moment, il faut être un petit peu plus subtil dans l'écriture. Donc, du coup, ça veut dire que Jérôme Guedj a envoyé plein de off à Oberhof pour préparer déjà un article qui dit regardez, les socialistes ont sauvé le budget, ils vous ont protégé, etc. Et derrière, quand même, pour montrer les dissensions en mode ah, il y a quand même une meuf qui est pas d'accord avec Olivier Faure, et pour montrer Jérôme Guedj comme le héros de ces négociations, et que finalement, un technocrate, c'est pas si mal quand même pour être président. Non, d'ailleurs, vous savez qu'il est candidat. C'est totalement ce qui s'est passé. J'adore les journalistes.
Et j'adore Jérôme Gage. Afin de grappiller 1,5 milliard d'euros, s'y ajoute une revue des droits de succession pour 1 milliard et l'abandon de la baisse de la CVAE. L'abandon de la baisse, donc voilà, il voulait faire baisser, mais elle était déjà pas très haute, et du coup, ah là là, on a évité de faire baisser là. Voilà. On sentait bien que personne n'y tenait vraiment. C'était une poire pour la soif d'1 milliard, glisse la députée Mercier. L'addition grimpe à 6 milliards de recettes, destinées à annuler toute baisse de dépenses dans le champ social. Annuler toute baisse de dépenses dans le champ social. Du coup, c'est pour ça que vous avez viré des profs, vous avez baissé des effectifs, c'est pour ça que vous continuez de couper. Genre, en fait, si vous supprimez des postes, c'est une baisse de dépenses dans le champ social. Donc, il y a des baisses de dépenses dans le champ social absolument partout. Pourquoi 6 milliards pour annuler toutes les baisses Bah non, en fait, ils ont quand même fait un budget austéritaire, genre, c'est pas de nous la foutre à l'envers. On n'est pas con en fait. Ah oui, c'est de l'éducation, c'est pas du social. Du coup, c'est quoi le social? Ah, le social, c'est les allocs, c'est ça? Ce qu'ils appellent le social, c'est ça? Encore. La magie, le cornu, opère sur ces hôtes socialistes, séduit par l'apparente humilité du personnage. Moi qui déteste les macronistes, ce n'est pas un secret. J'ai trouvé Sébastien Lecornu hyper bon dans l'exercice. Il était sincère, pas pour lui, mais pour le pays. Confie Sandrine Runel. Donc Sandrine Runel, qu'on rappelle, qui est la meuf qui louait des logements insalubres à ses locataires à Lyon. Tu m'étonnes qu'elle soit séduite par la magie Lecornu. À un moment pourtant, l'élu lyonnaise a frôlé la désillusion. Oh non, elle a frôlé la désillusion. Elle a failli ne pas y croire. Mais c'est bien la preuve qu'il faut croire en Lecornu ou en Jérôme Gage. Les deux. De toute façon, c'est les mêmes. La lettre rectificative sur les retraites. Laisser de côté les carrières longues. Inadmissible! Nous voulions un décalage de 3 mois de la réforme des retraites. C'est pas pour nous enlever les carrières longues. Attention, certes on donne notre cul, sans lubrifiant, mais ça t'empêche pas de me cracher un peu dans le cul, quoi. Genre, ça t'empêche pas d'utiliser ta salive, quand même. J'ai appelé Jean-Pierre Farandou en lui disant qu'il se foutait de notre gueule. J'étais hystérique, se souvient-elle. Jean-Pierre Farandou, c'est le ministre des Transports. Qu'est-ce qu'il a à foutre là-dedans? Attends, Farandou... Ah non, c'est le ministre du Travail. Mais c'est qui le ministre des Transports, déjà? Je sais plus qui est ministre de quoi, j'en peux plus. Je serais heureux quand il n'y aura plus de ministre, quand le gouvernement il sera tombé. Directeur de la Ah, mais c'est pour ça, oui, parce que c'est l'ancien directeur de la SNCF, c'est pour ça. Ah oui, c'est l'ancien directeur de la SNCF qui a essayé de faire de la répression syndicale à partout, qui est maintenant ministre du Travail, qui va essayer d'obtenir le fait de réduire le droit de grève aux cheminots, notamment pendant les périodes de fête. Oui, j'ai. Donc ça aussi un peu le ministre des Transports. La suspension de la réforme Borne ayant finalement été étendue à toutes les catégories grand prince, grand seigneur. Ils ont daigné suspendre toute la réforme et pas juste suspendre un tout petit truc, on sait pas trop là. Ils ont daigné faire le décalage de 3 mois pour tout le monde, y compris au régime spécifique de Mayotte et de Saint. Même les colonisés, même les indigènes là-bas, un peu loin là, même eux, ils ont la suspension de la réforme des retraites. Grand prince, grand seigneur. Pour Sébastien Lecornu, si le déficit de la Sécu filait, ce n'était pas la fin du monde. De toute façon, il savait qu'il n'y pouvait pas aller plus loin sur les prélèvements obligatoires. Il ne pouvait pas aller plus loin parce que, face à lui, se dressait le roc, le gardien de la gauche, Jérôme Gage. Peu regardant, le Premier ministre optera pour un jeu d'écriture budgétaire en transférant 4,5 milliards d'euros de l'État vers la sécurité sociale. Ah, on peut faire ça du coup? Mais alors du coup, le trou de la Sécu, genre si tu peux juste bouger de la thune de là à là pour... Du coup, tu peux bouger le trou. Enfin, du coup, il n'y a pas de trou de la Sécu en fait. Du coup, genre, tu peux renflouer les caisses le temps que les démographies se rééquilibrent. Le trou de la Sécu, c'est un scam pour tellement de raisons. Ah ouais, hein. Raison numéro 36 000 pour laquelle le trou de la Sécu, c'est un immense scam. Le Cornu, il s'en bat les couilles, il dit bon, c'est pas grave, on va mettre à 4,5 milliards de plus ou de moins, vas-y, on les transmet quoi. Le feu orange d'Olivier Faure sur les ordonnances. Un non-dit majeur subsiste néanmoins. La possibilité que les socialistes votent pour le PLF comme pour le PLFSS. C'était l'éléphant au milieu de la pièce, reconnaît Jérôme Gage. On raisonnait dans un monde 149.3. Ils sont allés négocier. Ils ont dit non, le 49.3 n'existe pas, voyons. La menace du 49.3, je connais pas. Donc il fallait une abstention de la gauche non mélenchoniste pour pouvoir passer au vote. Confie Maxime Sauvage. Donc, comme il n'y avait pas l'idée qu'il allait passer en force, du coup il suffisait que le PS s'abstienne pour que ça passe. Problème, Sébastien Lecornu n'arrive pas à établir le contact avec les écologistes de Cyrielle Châtelain. Moi je veux bien traiter les écolos, répète-t-il. Mais quand je les vois, ils ne parlent que de la taxe Zuckman. Ils n'ont rien d'identitaire à proposer. D'identité. Cette phrase est incroyable. Genre, en gros, Lecornu, il a le seum que les écolos, ils aient pas un truc vert à proposer, où ils peuvent montrer en mode victoire des écolos, ils ont obtenu une contribution verte aux énergies renouvelables, et comme ça on peut dire ça c'est un truc d'écolo, c'est bon, ils ont gagné, maintenant ils sont dans notre poche. Ils ont le seum que les écolos se battent sur la taxe Zuckman, alors que la taxe Zuckman c'est un truc de gauche, tu vois. Genre les écolos, normalement, ils sont pas censés être de gauche, ils sont pas censés se battre pour la taxation des grandes entreprises, ils sont censés être bien contents avec leur petite pastille verte, et après ils nous font plus chier. C'est incroyable.
responsable. Oui, c'est ça, genre, ils ont le seum que les écolos lui proposent pas une contre-mesure en mode on va planter 50 arbres pour avoir les écolos dans leur page. Ils sont, putain, le problème c'est que les écolos ils veulent un truc social quoi. Normalement les écolos c'est pas censé demander des trucs de gauche, qu'est-ce qui leur arrive? Cet isolement du PS n'a pas l'air de soucier Olivier Faure pour autant. Peu importe si Marine Tondelier l'accable et le présente comme béquille du macronisme, il sait très bien que Marine Tondelier dira jamais ça. Il sait très bien que Marine Tondelier est trop terrifiée par l'union. Elle veut trop obtenir sa petite primaire de con qu'elle va jamais dire ça publiquement d'Olivier Faure. Enfin, désolé. C'est pas peu importe si Marine Tondelier l'accable. Il sait très bien que Marine Tondelier va pas bouger et va s'en battre les couilles, quoi. Il sait qu'elle aura besoin de lui dans la primaire. Ah ben voilà. Il sait que Marine Tondelier est trop en dèche pour sa primaire de merde à laquelle personne s'intéresse. Du coup, Olivier Faure, il y va pour donner un peu de gaz et en échange, les écolos ferment leur gueule sur les compromissions du PS. Voilà le rôle de la primaire de la gauche. Ça sert simplement à garder les écolos bien sous le coup du PS. Comme ça, ils vont rien dire, ils vont pas se plaindre, ils vont pas trop essayer de dériver à gauche. Ils vont bien rester dans le giron du PS parce qu'ils auront besoin du PS pour donner du gaz à leur primaire de merde. C'est tout ce à quoi ça sert. Voilà à quoi sert la primaire de la gauche. Bravo l'union de la gauche. Tout ça pour rien au final vu que le PS va même pas participer. Mais bien sûr, il lui fout la carotte. La primaire de la gauche c'est la carotte en mode tu veux chercher? Tu veux chercher? Allez, viens. Mais oui, viens. Mais oui, je vais participer à ta primaire. Hop, c'est fini. Allez, les municipales sont passées. Bon, on s'en bat les couilles de ta primaire de merde. Bref. Pour nous, députés, c'était un saut dans l'inconnu. Mais Olivier restait très calme, très serein. Il donnait le sentiment de savoir où il allait. Oui, bah dans les bras des macronistes, oui, c'est pas compliqué. Rapporte Sandrine Runel. L'optimisation du pacte du Treil ou le paramétrage de la CSG ne sont pas son affaire. L'aiguilleur en chef du PS garde en ligne de mire, piste d'atterrissage. C'est une belle phrase qui veut rien dire, ça. C'est quoi la piste d'atterrissage? À plusieurs reprises, l'assistance a le sentiment étrange de jouer une partition écrite à 4 mains par Olivier Faure et Sébastien Lecornu. Simple impression? Pas sûr. Leur pacte, scellé sur l'autel du 49.3, a failli les précipiter dans le mur. Le 19 décembre au soir, Boris Vallaud apprend de sources officielles que le scénario des ordonnances a été évoqué. Oh, certains y voient même une manière de contourner le 49.3 sans se renier. Folie! Le chef des députés PS écrit à Matignon pour prévenir d'une possible forfaiture démocratique. Attention, il leur a dit, attention, si vous passez en force par une ordonnance, par des ordonnances, ce serait une forfaiture démocratique. Oui, je pèse mes mots, monsieur, c'est une forfaiture démocratique. Voilà, j'ose le dire. Au moment où le Parlement vote la loi spéciale, il apprend que les ordonnances ont bel et bien été transmises au Conseil d'État. Olivier Faure a donné son feu orange à Lecornu, assure un stratège socialiste. Entre 49.3 et ordonnances, il y a eu un petit couac, euphémise Estelle Mercier. Il faudra que François Hollande fasse savoir qu'il voterait personnellement la censure en cas d'activation de l'article 47 pour que le projet soit définitivement abandonné début 2026. Il a fallu que François fucking Hollande utilise tout son poids pour s'assurer qu'on passerait bien par un 49.3 et pas par des ordonnances. Et ben bravo, décidément. Toujours aussi amoureux du 49.3 ce mec. Hein. Oui, c'est Hollande qui contrôle vraiment le PS. Hein, la vérité, c'est lui le poids lourd qui fait l'appui et le beau temps autour de lui. Quoi. Alors, est-ce qu'ils vont nous le ressortir pour la présidentielle ou est-ce qu'il va envoyer Jérôme Guedj au casse-pipe dans l'espoir de récupérer derrière? Parce que je rappelle que ça a été sa stratégie avec Ségolène Royal aussi. Hein. C'est pour ça qu'ils ont complètement boycotté Ségolène Royal pendant sa campagne parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle faisait un petit peu trop une bonne campagne. Et ils voulaient surtout pas qu'elle gagne. Et surtout derrière Hollande, il avait déjà prévu d'y aller après elle et qu'elle allait perdre parce que de toute façon, on va jamais réélire une femme. Donc bon, ce serait pas la première fois que Hollande envoie quelqu'un au casse-pipe pour s'assurer de son élection au prochain coup. Ça pour ridiculiser Faure et reprendre le lead aussi. Aussi bien sûr, parce qu'il faut se débarrasser d'Olivier Faure. 3 mois après cet interminable dîner, le 23 janvier, le socialiste Laurent Baumel monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour se féliciter de ses inflexions substantielles. C'est la magie Lecornu, les inflexions substantielles. Et annoncer la non-censure de son groupe dans un brouhaha indescriptible, couvert par les huées des mélanchonistes. Ils sont méchants, ils l'ont hué alors qu'ils sont méchants. Alors que quand même, il a obtenu des inflexions substantielles. Des inflexions substantielles. Son discours, l'ex-frondeur l'avait transmis à la veille à François Hollande. L'ancien président peut savourer le travail de l'ombre accompli par son ancien directeur de cabinet adjoint Olivier Faure. Les clivages anciens s'effacent. Ce qui compte désormais, c'est l'avenir. Alors moi, si je me rappelle bien, les clivages anciens, c'était entre la gauche et la droite. Oui, non, c'est logique. Là, en l'occurrence, non, il parle bien évidemment des clivages anciens à l'intérieur du Parti Socialiste. Donc le clivage ancien entre l'aile gauche et l'aile droite du Parti Socialiste. Oui, c'est logique. Hollande qui a passé sa vie à essayer de défoncer l'aile gauche du Parti Socialiste, notamment vis-à-vis de Mélenchon. Oui, c'est logique. Hollande continue son travail avec la complicité de l'entièreté du Parti Socialiste de détruire toute possibilité d'une aile gauche au Parti Socialiste. Tant mieux, hein, tant pis pour lui. Hein, cassez-vous, hein, allez vous voter dans le macronisme et nous reparlez plus. Arrêtez de nous faire croire que vous êtes dans une quelconque union de la gauche. Ça nous arrange bien. Et voilà, c'est la fin des clivages. Tous sont des pions sur mon petit échiquier. Et l'avenir, bah, c'est le macronisme, mais une version qui sera pas macroniste. Du coup, les gens, ils y verront que du feu, puisqu'ils sont cons. Après, chef, Faure n'avait qu'à pas être une telle serpillière. Ah ouais, non mais...
Olivier Faure. Et du coup, tout ça nous amène à Jérôme Gage, qui s'est démarqué dans cette super négociation du 49.3, en fait, au final. Il est très fort pour négocier la corde avec laquelle ils seront pendus. Qui, du coup, sur France Inter, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, bien évidemment, puisque pourquoi pas. Je suis aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle pour porter la voix d'une gauche républicaine, la voix d'une gauche européenne. En gauche républicaine, ça veut dire une gauche raciste. Gauche européenne, ça veut dire une gauche de droite. D'une gauche universaliste. La voix d'une gauche raciste, encore une fois. Et un peu transphobe sur les bords. Laïque, d'une gauche sociale. Islamophobe. Écologiste. Pourquoi est-ce que je le fais? Et d'une gauche qui fait des pistes cyclables et dit aux gens qu'ils ont qu'à se prendre en main. C'est la majorité du peuple de gauche qui partage cette orientation. Bon, alors si dans le peuple de gauche, tu comptes les gens qui votent Macron, j'ai des petites nouvelles à t'apprendre sur la droitisation du champ politique. Le peuple de gauche. Quel peuple de gauche? Bref, le peuple de... Surtout, ça fait vraiment genre le... Tu sais, t'as le pays de la gauche, t'as le peuple de gauche, je sais pas. Bref. Et moi, je ne me résous pas à la victoire annoncée du Rassemblement national. Je souhaite qu'un candidat de gauche porteur de ces valeurs et de cette orientation soit présent au deuxième tour et puisse séduire au-delà des rangs de la gauche. Donc, il espère qu'il y a un candidat de gauche qui puisse se qualifier au second tour pour se faire élire par la droite. C'est le truc habituel, bien évidemment. Tu fais le premier tour à gauche, le deuxième tour à droite. Parce qu'il faut bien que les gens qui ont voté pour la droite votent pour toi, bien évidemment. Ce serait dommage d'aller essayer de séduire des gens qui ne sont pas... Voilà. Il va tellement jamais se présenter. Non, mais c'est un effet d'annonce. C'est une orientation respectée et attendue. C'est très clairement un effet d'annonce parce qu'en ce moment, il y a deux camps au Parti socialiste. Mais surtout, tu as la tentation de plus en plus de s'unir avec Raphaël Glucksmann. Et en fait, un tel effet d'annonce... Pourquoi est-ce que vous n'allez pas derrière Raphaël Glucksmann, qui aujourd'hui est le mieux placé, si on en croit encore une fois les sondages? Il est à plus de 10%, autour des 13%. Donc question, Glucksmann, il est plus devant vous dans les sondages. Pourquoi vous ne vous rejoignez pas? En plus, vous êtes d'accord entre vous. On se dit que vous n'êtes pas très éloigné. Pourquoi vous n'allez pas avec lui? Pour être plus fort et pour peser plus. Il est possible qu'à un moment donné, on soit ensemble dans le cadre d'élaboration de ce programme. Mais il est possible qu'à un moment donné, on soit ensemble dans le cadre de l'élaboration de ce programme. Oui, donc ça veut dire qu'il va arrêter de se... En fait, simplement, il fait son effet d'annonce de je me présente à l'élection pour faire un petit peu en mode regardez, je pose ma pêche, voilà, c'est mon camp du PS qui même me suivent. Et comme ça, il peut d'autant mieux se rassembler derrière Glucksmann qu'il dira ah non, mais on va élaborer le programme ensemble. Du coup, au final, ce sera pas grave si je me retire en sa faveur, vu que on aura le même programme et c'est ça qui compte. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même parcours. Alors, lui, c'est lui, moi, c'est moi. Quand t'es socialiste, c'est pas la meilleure ref, mais vas-y, si tu veux. Écoutez, moi, je vais pas faire la course des petits chevaux. Je me suis déclaré, pour l'instant, Raphaël nous dit travailler sur une orientation programmatique. Je souhaite qu'avec lui, mais avec d'autres, avec des gens venus de l'écologie républicaine. De l'écologie républicaine, les écolos racistes, là. Vous pouvez venir vers nous, quand même. Les écolos qui aiment pas trop les musulmans. Les musulmans, ils égorgent des moutons, c'est pas très vegan. Et puis, la souffrance animale de l'Aïd, vous y avez pensé? Les écolos, venez avec nous, on est républicains. Et encore une fois, sans aucune ambiguïté, parce que on le voit là dans les élections municipales, on ne peut pas tenir des discours différents d'un endroit à l'autre. Nos élus, je sais qu'il ne faut pas que je prononce le nom. Genre tenir des discours différents d'un endroit à l'autre, ça veut dire refuser l'alliance avec LFI à certains endroits et vouloir s'allier avec LFI comme en Essonne avec Farida Amrani et du coup se retrouver l'entièreté d'une section PS qui vote pour le ralliement à la France Insoumise qui se fait mettre sous tutelle par le parti. Donc Jérôme Gage propose en plus de sa candidature de grandes purges staliniennes dans le Parti Socialiste. Merci, mais on avait besoin de le savoir quand même. Enfin, c'est bien de dire je vais purger l'entièreté des socialistes qui veulent encore s'allier avec la France Insoumise parce que vraiment nous on les aime pas, on veut leur faire la peau. Je pense qu'ils veulent scinder le PS avant le début officiel de la primaire de la gauche pour justifier de pas suivre la ligne officielle du PS quand ça arrangera pas les éléphants. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a aussi, ils essayent de faire encore plus avancer le clivage. J'ai l'impression que Hollande c'est moins sa strate. Hollande il essaye de faire une unité nécessaire qui in fine se retrouve autour de sa personne une fois qu'ils auront foiré 2027. Et j'ai l'impression que la strate de Jérôme Gage c'est plutôt d'essayer de scinder le PS, d'acter la séparation, comme ça pour bien justifier que non mais Olivier Faure il s'est fourvoyé dans sa primaire. Moi je suis d'accord avec Glucksmann parce que le programme c'est important quand même. Donc, oui, Hollande il veut globalement niquer tout le monde et Faure et Gage, Faure je sais pas ce qu'il veut faire globalement, encore une fois il instrumentalise la primaire pour être sûr que les écolos vont dire oui à tout ce qu'ils font en attendant. Donc pour lui la primaire c'est surtout une façon d'avoir les écolos dans sa poche. Mais Jérôme Gage il veut se garder l'espace de encore péter le PS en deux comme en 2017 et de partir avec Glucksmann quoi. Comme les gens qui sont partis avec Macron à l'époque. Encore une fois de toute façon Glucksmann c'est Macron bis.
socialiste. Donc, socialistes qui sont dans la réalité, ils sont capables à la fois de lutter contre le narcotrafic et de faire la gratuité des transports, c'est-à-dire de répondre aux préoccupations du quotidien. Et ils ont des lignes qui sont celles de la recherche de consensus et de j'adore. Lutter contre le narcotrafic versus la gratuité des transports. Mais quel rapport? Quel rapport entre les deux, monsieur Gage? Parce qu'encore lutter contre le narcotrafic et garantir des services publics de santé de qualité, tu sais, je comprends, tu vois, genre il y a un côté, domaine adito, santé, etc. Non, mais en fait, tes transports gratuits, ils vont faire quoi pour les gens qui sont dans des pratiques de consommation de stupéfiants qui sont soit stables, soit qu'ils veulent mieux contrôler? Gage, un nouveau Val, c'est possible. Ah bah non, mais totalement. Prendre le bus au lieu de prendre de la coke. Prendre une ligne, oui, mais de métro. La seule ligne qu'ils prendront, c'est la ligne 1. Il a juste dit sécurité plus sociale en citant des exemples random, mais c'est nul. Mais oui, de fou. C'est en mode la sécurité, mais quand même les gens. Tu vois, on n'est pas contre les gens. On veut la sécurité, on veut prendre soin des gens. Donc la gratuité des transports. Je suis pas contre de faire la gratuité des transports, hein, mais pas en échange de la lutte contre le narcotrafic qui ne sert absolument à rien et qui crée encore plus de violence dans les guerres de gang. Genre ça, non merci. Légalisation, oui, mais pas le reste. Donc voilà ce qui conclut un petit peu ce petit récit rocambolesque des traditions du Parti Socialiste. Je sais pas quoi conclure. Nos conclusions, juste dépression. Non, moi ça me déprime pas que le PS trahisse. Hein. Moi franchement ça me déprime pas. Je suis en mode tu sais, genre nature is healing, tu vois. Genre la nature reprend son droit, l'ordre des choses est rétabli, et enfin on va pouvoir être de gauche dans ce pays sans avoir à se traîner ce boulet au pied, quoi. Je sais que ça aura mis du temps, mais voilà, enfin là c'est fini là. Allez, amusez-vous bien en tout cas le Parti Socialiste, hein. Nous on vous regarde de loin, hein, voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.